Merci de votre fidélité à l'ERTM, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans Malicoura Tassira 3. Ils sont au cœur du processus de développement politique, économique et social de notre pays. Ils jouent un rôle clé dans la lutte contre la pauvreté par la promotion des droits fondamentaux au travail. Je cite là le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social qui rendait hommage aux travailleurs et aux partenaires sociaux le 1er mai dernier. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Dr Fassoum Coulibaly pour évoquer avec lui les conditions de vie et de travail des employés de l'État et même du secteur privé. Question du dialogue social, nous parlerons de la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance. Bonsoir, Monsieur le ministre, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, Madame Koné. Merci. Pour vous interroger avec moi, mon confrère de Radio Kaoral. Bonsoir, Mamoudou Bokoum. Bonsoir, Khadijatou. Monsieur le ministre, encore une fois, merci et bienvenue. Tout d'abord, suivons ensemble un reportage réalisé par l'ERTM sur les nombreuses réformes dans le monde du travail et la poursuite du dialogue avec les partenaires sociaux. Un commentaire de Seydou Traoré. Depuis novembre 2024, le ministère en charge du travail, de la fonction publique et du dialogue social affiche un bilan marqué par plusieurs actions majeures. Parmi les faits marquants, nous retenons l'adoption en décembre dernier d'un arrêté sur le permis de travail modifiant le code de travail, introduisant un permis de travail pour les étrangers. Le secteur a également vu l'élaboration d'un projet de plan national pour l'élimination du travail des enfants. La relecture des conventions collectives, la délivrance de visas, de contrats de travail dans le privé, ainsi que la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance. Par ailleurs, une nouvelle politique nationale de sécurité et santé au travail a été formulée, de même que l'adoption des règles encadrant les élections professionnelles des organisations syndicales et récemment la lettre circulaire sur le renforcement du dialogue social dans les administrations publiques. Dans le domaine de la fonction publique, le concours de recrutement de 773 nouveaux fonctionnaires est en cours au titre de l'exercice 2024. Un plan national de formation et un plan de recrutement sont aussi en cours d'élaboration pour renforcer le professionnalisme et l'éthique dans la fonction publique. Toujours en conformité avec les recommandations du pacte de stabilité, un nouveau statut général des fonctionnaires est en préparation concernant les conditions de vie des agents de l'État et des collectivités territoriales. Un cadre de concertation sur la valorisation de la valeur indiciaire des fonctionnaires a été mis en place, accompagné de mesures concrètes telles que les avancements d'échelon, la mise à la retraite et le reclassement des contractuels. En ce qui concerne le dialogue social, le ministère a organisé plusieurs rencontres, notamment la validation du rapport d'évaluation de la première année suivie de l'atelier de Bougouni avec tous les acteurs concernés. En matière de respect des engagements, l'État a déboursé plus de 5,8 milliards de francs CFA pour indemniser les travailleurs compressés des sociétés comme ICOMA, Comantex, Azalai Hotel, Tombouctou ou Itema. Par ailleurs, 32 autres sociétés regroupées au sein des associations ATCM et UNTCM attendent encore leurs droits, estimés à plus de 18 milliards de francs CFA. Les dossiers des partants volontaires à la retraite font également l'objet d'un suivi particulier. Un protocole de paiement sur 3 ans pour un montant d'environ 10 milliards de francs CFA est en voie de validation avec l'UNTM. Malgré les avancées, le ministère fait face à des défis. Consensus souvent difficile avec les partenaires sociaux, manque de moyens et contraintes d'accès à certaines zones. Pour cette année 2025, les priorités incluent la poursuite d'un plan d'action du pacte de stabilité, l'élaboration des politiques nationales de dialogue social et de la fonction publique, la relecture du code du travail, la création d'une direction générale du travail. Alors, Monsieur le ministre, dites-nous, aujourd'hui, combien de préavis de grève vous avez sur votre table? Merci, Madame Koné. Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des téléspectateurs du Mali, mais aussi également l'ensemble des travailleurs du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. À la date du 29 mai 2025, un seul préavis de grève sur notre table, celui du Centre international de conférences de Bamako, qui est un préavis qui est relatif effectivement à l'application d'un PV qui avait été signé en 2024.
Pacte social, on va en parler, mais Monsieur le ministre, avec les dernières grèves, notamment au niveau des banques et des hôpitaux, beaucoup se demandent à quoi sert finalement ce pacte de stabilité sociale. Merci, M. Bokoum. Il est important de rappeler que c'est face effectivement à l'ampleur des préavis de grève qui avaient été déposés dans les années 2019, 20, 21, 22, que le gouvernement, effectivement, à l'occasion de la conférence sociale qui s'est tenue du 17 au 22 octobre 2022, a recommandé donc la négociation et la signature d'un pacte de stabilité sociale et de croissance. Ce pacte de stabilité sociale a été effectivement négocié. L'objectif, c'est de faire en sorte que le climat social soit durablement apaisé. Si nous prenons effectivement l'avant-pacte, on était autour de 350 préavis de grève. Donc il était nécessaire que le département, en tout cas en accord avec le gouvernement, puisse trouver une solution pour faire en sorte que le climat social puisse être apaisé durablement. Et une fois que le pacte a été signé, je rappelle le 25 août 2023, sous la haute présidence de son Excellence générale d'Armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, le pacte a été traduit comme étant l'ossature des 139 recommandations issues de la conférence sociale. Alors, pour revenir véritablement à votre question, puisque l'objectif du pacte, c'est de faire en sorte que le climat social soit durablement apaisé et que l'on puisse effectivement s'orienter vers le développement économique et social de notre pays, c'est la façon de dire que l'objectif ultime, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de préavis de grève. Donc, comparativement aux années avant pacte, aujourd'hui, sur les 2 ans de mise en œuvre du pacte, on a à peu près une cinquantaine de préavis de grève, qui d'ailleurs n'ont pas tous abouti à des grèves effectives. Donc, vous comprendrez que le pacte a servi à beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas quelques préavis de grève qui se sont déroulés, et ce qui fait partie de normal des choses, que l'on pourrait remettre effectivement l'existence ou l'essentialité du pacte. Le pacte, s'il n'existait pas, il fallait le réinventer. Parce qu'aujourd'hui, grâce au pacte, et tout le monde est d'accord avec nous, que le climat social au niveau de l'éducation est fortement apaisé. Et ça fait 2 ans que les examens, l'année scolaire se déroule normalement, les examens de fin d'année se déroulent normalement sans entrave. Mais tout à fait normal que quelques préavis de grève puissent surgir. C'est le monde du travail avec effectivement ces incertitudes. Donc, mais ces incertitudes ne remettent jamais en cause le pacte. Pourquoi? Dans le dispositif du pacte, notamment dans le plan d'action du pacte, il est prévu que l'on puisse privilégier la concertation sur la confrontation. Ce qui fait que les préavis qui ont été déposés dans des circonstances qui n'étaient normalement même pas en relation avec les conditions de travail des salariés. Mais puisque le pacte privilégie la concertation, la négociation à l'interne, nous avons toujours estimé que ces préavis pouvaient être gérés sur la base de la négociation, et c'est ce qui se fait tous les jours. Et est-ce que le gouvernement tient tous ses engagements, Monsieur le ministre? Alors, puisque vous parlez d'engagement, le pacte, effectivement, est le résultat d'un ensemble d'attentes qui ont été exprimées par les partenaires sociaux, le gouvernement et le patronat, parce qu'il s'agit des 3 parties au pacte. Ce n'est pas seulement les syndicats et le gouvernement. Il y a aussi le Conseil national du patronat, qui est un acteur essentiel du pacte. Et lorsque le pacte a été négocié, ça a été négocié sur la base des ententes des parties. Et ce sont les ententes qui ont été reformulées en engagement triptyque des parties. Ça veut dire que chaque partie dans le pacte a des droits et des obligations. Et donc, ces engagements qui sont contenus dans le pacte, aujourd'hui, nous pouvons dire que chaque partie joue sa partition. À titre d'illustration, puisque le plan d'action du pacte, c'est sur 5 ans, 2023-2027, il est mis en place un comité technique de suivi du pacte qui a été créé juste après la signature du pacte. Donc, ce comité technique de suivi est chargé du suivi de la mise en œuvre des engagements par les parties. Et à ce titre, nous avons procédé, les 25 et 26 novembre 2024, à une première évaluation de la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance au CICB avec l'ensemble des acteurs qui ont signé le pacte. À l'issue de cette évaluation, sur 51 engagements pour 2024, nous avions donc 10 engagements entièrement réalisés, 33 engagements en cours de réalisation. Donc, dans cette évaluation, nous avons aussi procédé donc, à l'évaluation des PV de conciliation, qui est un point essentiel du pacte, qui constitue une entente énorme des partenaires sociaux vis-à-vis du gouvernement. Et cette évaluation donc, des PV signés avec les partenaires sociaux a été faite lors d'un atelier à Bougouni qui s'est tenu du 12 au 13 décembre 2024. Il est extrêmement important que nous avons 87 PV donc, du secteur public et 48 PV du secteur privé.
et contenant 489 engagements et 265 entièrement réalisés, 140 en cours de réalisation et 80 non exécutés. Vous comprendrez que effectivement chaque partie, donc au regard de ce bilan, est en train effectivement de réaliser ses engagements et de façon positive. Monsieur le ministre, au-delà de ce pacte, qu'est-ce que votre département fait au quotidien pour renforcer vraiment le dialogue social avec vos partenaires? Merci bien, M. Bokoum. C'est une question extrêmement importante parce qu'en fait, vous touchez au cœur du dialogue social. Et le dialogue social, c'est un processus. Il est transversal à l'ensemble des départements et ministériels. Et pour nourrir ce dialogue social, et pour ne citer que tout dernièrement, le 9 mai 2025, nous avons adressé une lettre circulaire à l'ensemble des départements ministériels pour renforcer la collaboration entre les ministères et les syndicats au sein de chaque département ministériel. Et nous avons même préconisé donc la mise en place des comités de dialogue social, qui sont des cadres de concertation régulières qui vont permettre à chaque ministère, à chaque service central, à chaque service déconcentré, donc de rencontrer périodiquement les syndicats pour discuter, anticiper et régler les problèmes qui vont se poser pour qu'on n'aille pas à des préavis de grève. Aussi, Monsieur le ministre, il y a l'Agence nationale de communication pour le développement ANCD qui a baladé son micro pour recueillir les impressions des populations. Suivons ensemble. Actuellement, il y a l'objectivité dans les concours, n'est-ce pas? Déjà, l'annulation du concours dernier de la fonction publique en est une illustration. Donc, l'appel que j'ai à lancer, n'est-ce pas, à la jeunesse, c'est de croire aux autorités qui sont chargées vraiment d'organiser les examens. Ce concours, je l'ai fait depuis 2013, donc plutôt 10 ans d'attente. Et enfin, je viens de réussir avec mes apprenants, que je les ai eus en première année de droit. Donc cela montre vraiment que les concours sont bien organisés et que les résultats sont transparents et sincères. Monsieur le ministre, je reviens à vous pour parler à présent des conditions de vie et de travail des travailleurs du Mali. Alors, qu'est-ce qui est fait concrètement pour l'améliorer? Les conditions de vie des travailleurs est une préoccupation majeure du gouvernement. À titre de rappel, juste en 2021, précisément en juillet 2021, le gouvernement a pris une ordonnance pour unifier les grilles salariales de l'ensemble des fonctionnaires, que ce soit ceux qui sont dans le statut général, les collectivités, les statuts autonomes, ce qui a coûté à l'État une enveloppe financière de plus de 205 milliards de francs CFA. Donc aujourd'hui, nous sommes également en discussion avec les partenaires sociaux, toujours dans le cadre du pacte, au sein d'un cadre permanent de revalorisation des rémunérations de la fonction publique. Donc ce cadre permet à l'État de discuter avec les partenaires sociaux des questions comme la valeur indiciaire, qui est une question qui est sortie des recommandations de la conférence sociale, mais aussi également sur comment améliorer les grilles salariales et rénover le statut général et le code du travail en lien avec toujours avec le pacte de stabilité sociale. Donc ça, ce sont des chantiers qui sont en cours, qui permettront dans les jours à venir à améliorer les conditions de vie et de travail des salariés de l'État. Ministre, en termes de protection sociale, quelle politique développez-vous dans ce sens? En termes de protection sociale, nous pouvons dire que déjà, nous avons en chantier un document de politique nationale de santé et sécurité au travail qui a été effectivement soumis au Conseil supérieur du travail, qui est dans le circuit d'adoption du gouvernement. Ce document de politique de santé et sécurité permettra à terme de collaborer avec les services de la sécurité sociale, qui sont l'INPS, la CMSS, la CANAM, et d'autres structures qui s'occupent des questions de santé et sécurité au travail, des questions d'immatriculation des travailleurs à l'INPS, à l'AMO, etc. Et à travers nos structures techniques, qui sont les inspections du travail, qui sont sur le terrain, œuvrent quotidiennement à contrôler dans les entreprises et les services publics régis par le Code du travail quels sont les aspects de la protection sociale, les services qui sont en manque d'AMO, où l'AMO n'est pas payé, où l'INPS n'est pas payé par l'employeur, procéder à leur sensibilisation, donc pour qu'on puisse recouvrer effectivement donc, ces retards de cotisation.
Donc, dans le cadre de la solidarité gouvernementale, nous collaborons parfaitement avec le ministère de la Santé sur ces volets-là, sur ces questions qui sont effectivement les questions des droits des salariés. Alors, Monsieur le ministre, parmi les travailleurs du Mali, il y a ceux-là qu'on appelle les contractuels. Alors, qu'en est-il de leur intégration dans la fonction publique? La question de l'intégration des contractuels peut être traitée à deux niveaux. D'abord, il y avait effectivement une ordonnance de 2009, qui est l'ordonnance 035, qui, à la suite d'une revendication de l'Union nationale des travailleurs du Mali, avait demandé l'intégration des contractuels de l'État régis par le décret 038 du 27 janvier 2000, régissant les conditions de travail du personnel de l'administration régis par le Code du travail, pour mettre fin à la contractualisation dans la fonction publique, notamment en ce qui concerne les catégories A, les catégories B et les catégories C des contractuels, pour qu'ils soient intégrés dans la fonction publique et mettre fin à la contractualisation des diplômés, donc pour qu'il y ait l'égalité des citoyens devant l'emploi public. Et tous ceux qui détiennent des diplômes de la catégorie C, A et B puissent concourir au même titre que les autres fils au concours de la fonction publique. Donc, cette intégration a commencé depuis 2010 et se poursuit. Il reste quelques cas résiduels qui continuent, qui font des tests d'aptitude, donc des tests de contrôle en fonction de l'emploi qu'ils occupent au sein des départements ministériels. Ça, c'est le premier volet de l'intégration des contractuels qui a commencé depuis 2010, mais qui continue. Le second volet, qui sont les contractuels régis par le décret 051, qui effectivement est un point de revendication de l'Union nationale des travailleurs du Mali, dans son PV de conciliation qu'elle a signé avec le gouvernement le 5 février 2021, il est prévu d'examiner de comment ces contractuels peuvent être effectivement régularisés, donc en tenant compte de l'emploi qu'ils occupent. Et ce processus, puisque c'est un engagement qui a été pris dans le PV du 5 février 2021, c'est un processus que nous sommes en train d'examiner avec l'UNTM, comment aboutir effectivement à cette intégration. Parlons à présent, Monsieur le ministre, des concours de la fonction publique. Où êtes-vous dans la lutte contre la fraude? Merci bien, Madame Kony. C'est une préoccupation extrêmement importante du gouvernement, puisque l'équité, la transparence, l'égalité de traitement des citoyens devant l'emploi public est un principe énoncé dans la Constitution du 22 juin 2023 et d'ailleurs dans toutes les constitutions que le Mali a adoptées depuis le 2 juin 1960. Donc, lutter contre la corruption est un phénomène que nous combattons énormément. Mais puisque vous parlez de fonction publique, il est important de le rappeler que pour entrer dans la fonction publique, il y a tout un ensemble de processus qui consistent d'abord à l'expression des besoins dont parlent les départements ministériels, parce que beaucoup de jeunes diplômés se plaignent pour dire que leur spécialité ne vient pas dans les concours. Donc, je vais aborder cette question avant d'arriver à votre question précise. Donc, les départements expriment les besoins de recrutement en disant « j'ai besoin de telle spécialité dans tel corps, dans tel corps ». Donc, ces besoins sont centralisés au niveau du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, et ces besoins sont arbitrés en fonction de l'enveloppe budgétaire mise à notre disposition par le ministère de l'Économie et des Finances pour recruter sur une année. Donc, en fonction de l'enveloppe, nous saisissons le Bureau central des soldes qui nous fait l'évaluation des salaires en fonction de l'enveloppe qui a été disponible. Et c'est ce qui permet de déterminer le nombre de fonctionnaires à recruter sur une année. Si on prend 2024, le concours qui vient de se passer, c'est 773 que nous allons recruter, plus 85 de la nouvelle ENA, parce que l'enveloppe budgétaire mise à disposition permet de le faire. Donc ça, c'est extrêmement important parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi leur spécialité ne vient pas dans le concours. Donc une fois que ces besoins sont arbitrés, on fait un arrêté d'ouverture du concours et un communiqué. Alors on va arriver au concours lui-même. Ces derniers temps, vous avez suivi l'actualité avec nous, que le Malien, dans sa majorité, pense que le concours est bipé à l'avance. Donc ce n'est pas le cas. Vous êtes rendu compte qu'en 2023, nous avions annulé le concours sur de fraude. Et les auteurs ont été mis à disposition du pôle économique et financier qui ont été effectivement mis en prison. Et c'est la règle. Donc la lutte contre la corruption dans les concours est un phénomène que nous combattons vivement. Mais quelles sont les innovations que nous avons mises pour que, effectivement, les concours puissent être des concours transparents, sains et qui assurent l'équité entre les jeunes diplômés? D'abord, nous avons changé de méthode. La méthode, c'est quoi? Parce qu'avant, les sujets étaient choisis et venaient dans beaucoup de systèmes. On a dit non, maintenant on met fin à ça. Les sujets de concours sont choisis par un jury restreint, donc de 3 personnes, qui reçoivent une petite commission qui reçoivent les sujets, qui viennent directement des instituts d'enseignement, directement, qui proposent des enseignants
dans les spécialités et qui viennent déposer entre les mains de la commission, donc ils sont surveillés. La réussite d'un concours dépend de beaucoup de facteurs. Il y a d'abord la surveillance, parce que ce n'est pas seulement les sujets, mais il y a aussi la surveillance. On a changé de méthode. L'administration surveillait les concours. On a dit, maintenant, on donne la surveillance aux spécialistes. C'est qui les spécialistes? C'est les enseignants. Donc, désormais, le concours de la fonction publique est surveillé par les enseignants dans les écoles où les concours se déroulent. Par exemple, si nous sommes au lycée Baham Nata Diallo, qui est un centre, ce sont les enseignants du lycée Baham Nata Diallo qui vont surveiller. Donc, c'est des professionnels qui savent, qui sont habitués à surveiller les examens, qui sont habitués à surveiller les bacs, ils connaissent les règles. Il y a donc un règlement intérieur pour les concours qui dit si on vous prend en fraude, donc on vous donne 0, on vous fait sortir, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de demi-mesure. Donc, ça, c'est des règles qu'on est en train de mettre en œuvre. Une fois que le concours est fini, on arrive aux feuilles, à la correction. Nous avons changé de méthode encore. C'est la codification. C'est des codes qui sont sur les copies, qui sont codifiés de façon informatique. Et les correcteurs corrigent dans l'anonymat. Les notes sont portées, saisies dans l'anonymat. Et l'anonymat n'est découvert qu'au moment où on va effectivement chercher les admissibles. Donc, ce qui fait que ceux qui viennent corriger ne peuvent pas savoir la copie appartient à qui. Donc, or, avant, c'était on collait juste l'entête. On a dit non, ça c'est incertain. Puisqu'on veut lutter contre la fraude, c'est la codification. Et vous êtes rendu compte que ça a donné un très bon résultat en 2024. Moi, j'ai quitté Bafou pour aller les voir. Ils sont au SNJ là-bas, mais ils étaient tellement contents. Ils m'ont tellement remercié pour dire nous demandons au gouvernement de continuer l'effort de transparence qui a été fait dans notre concours. Nous sommes reconnaissants envers l'État parce que personne n'a payé pour passer. Et c'est fini. On ne paye plus pour passer au concours de la fonction publique. Il n'y a plus de privilégiés. Il n'y a plus de bras longs. Tout le monde a le même bras, même longueur. Et ce sont les mêmes principes qui vont s'appliquer à tout le monde en vertu de ce que je viens d'expliquer. Si on vous prend, le pôle économique est là, hein, et les faux diplômes. En 2024, on a eu 42 faux diplômes. Et ces faux diplômes ont été transmis au pôle économique, national économique et financier pour instruction. Et les auteurs seront traduits et emprisonnés. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas d'état d'âme. Hein. Nous ne sommes pas dans l'état d'âme. Parce que quand on veut construire un pays, on se donne les moyens de le faire. Et donc, le gouvernement est dans cette logique. Et nous prions Dieu que toutes les initiatives que nous prenons, qui vont dans le sens de la transparence, puissent être réalisées au grand bonheur des jeunes diplômés et des Maliens. Donc, je voudrais, une fois de plus, rassurer l'opinion nationale et internationale qu'avec les innovations que nous avons menées dans le cadre des concours, que tout est transparent. Transparent, ça veut dire que même après le concours, vous avez la possibilité de faire des demandes de réclamation. Vous avez 1 mois pour faire les réclamations. Les réclamations sont traitées. On vous notifie vos notes. Si vous voulez voir vos copies, vous commettez un huissier qui saisit le centre des concours, on vous montre vos copies. Donc, tout est transparent. Et je vais vous dire, le concours de 2024 qui s'est déroulé, on a eu à peu près 234 réclamations. 234 réclamations, et toutes les réclamations ont été traitées. Les gens ont eu leurs notes, les gens ont eu leurs feuilles pour ceux qui voulaient voir leurs feuilles. Mais ce qui est important à dire, certains nous ont saisis pour dire « moi je veux que ma copie soit recorrigée ». Ce n'est pas prévu dans les règlements du concours. Dans aucun concours, un candidat qui n'est pas admis ne réclame pas la recorrection de son... Parce que c'est sa copie. Ce sont des enseignants, en tout cas spécialisés dans le domaine, qui ont corrigé. Donc, ça c'est vraiment l'assurance que nous donnons aux populations. Mais le ministère du Travail et de la fonction publique seul ne peut pas. Il faut que la population nous aide. Que la population nous aide. Parce que sans l'aide de la population aussi, ça va être difficile. Parce que la plupart des démarches de corruption viennent, effectivement, il y a un corrupteur et un corrompu. Donc, si tout le monde comprend que la logique dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une logique d'impunité, qu'il n'y a pas d'impunité, donc les gens réfléchiront 1000 fois pour venir voir quelqu'un pour dire « est-ce que tu peux me faire passer ?» Il n'y en a pas, c'est fini. Et dans ce sens, on voit que vous faites assez de sensibilisation. Exactement. Et vous avez vu que le concours qui s'est déroulé tout récemment, du 5 au 26 avril dernier, qui est le concours, effectivement, l'exercice budgétaire 2024, donc on a fait énormément de sensibilisation, même de messages de sensibilisation à l'ORT. Et pour la première fois, c'est important, depuis que la fonction publique se passe, on a publié les résultats avec les moyennes. Avec les moyennes.
devant les noms. Admis 14, 15, donc chacun voit sa moyenne. Donc c'est transparent. Tout à fait, Monsieur le ministre. Actuellement, quels sont les grands projets au niveau de votre département? Nous sommes sur beaucoup de chantiers. Le pacte, d'abord, c'est le premier chantier. Parce que le pacte, c'est un document qui a été âprement négocié avec les partenaires sociaux. D'ailleurs, c'est le lieu de les remercier sur ce plateau pour leur engagement et leur patriotisme. Parce que signer un pacte, c'est d'abord renoncer à des droits. Ils ont renoncé à des droits, parce que le droit de grève est un droit. Donc renoncer à un droit, donc c'est quelque chose d'extrêmement important à saluer. Ensuite, le pacte, puisqu'on dit chantier, c'est sur 5 ans. Donc on a fait 2023-24, on est 24-25, le pacte finit en 2027. Et donc, toutes les actions qui sont contenues dans le pacte vont continuer à être mises en œuvre. En plus de cela, nous avions l'adoption d'un plan national de formation et de recrutement. Ce plan national de formation et de recrutement permettra à l'État d'avoir un œil vigilant sur les demandes de congés de formation des fonctionnaires. Ça évitera que les gens demandent le congé dans l'ordre et dans le désordre. Maintenant, ce serait planifié en fonction des besoins de l'administration, comme ça se passe dans le privé. Le plan de recrutement va aussi permettre de rationaliser effectivement les plaintes qui sortent par-ci par-là pour dire que les demandes de recrutement ne sont pas très élevées. Donc le plan de recrutement, une fois qu'il sera adopté, permettra aussi de régler cette question qui est posée. On a aussi la modernisation du Code du travail par rapport au droit syndical, qui est aussi une action du pacte de stabilité sociale et de croissance. On a aussi l'opérationnalisation du Conseil national du dialogue social, qui est un organe tripartite qui permettra à l'État et au gouvernement d'accompagner la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance, entre autres. Alors, en termes de perspective, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Maliens? En termes de perspective, M. Bokoum, ce que nous pouvons dire, d'abord, le dialogue social, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Si nous avons réussi le pacte jusqu'à ce jour, c'est parce que les acteurs tripartites ont respecté leur engagement. Et ce que nous pouvons dire aux acteurs tripartites, l'État continuera à respecter ses engagements liés au pacte et nous invitons aussi les autres parties qui sont les syndicats et le Conseil national du patronat à respecter leur engagement. Mais aussi inviter l'ensemble des acteurs, puisque le dialogue social, c'est nécessaire. La concertation, elle est permanente. Donc c'est pourquoi la recommandation dans l'air circulaire de 9 mai 2025 qui dit au département de créer des comités de dialogue social, c'est dans le souci toujours d'avoir un climat social apaisé. Et vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous avez un climat social apaisé, qu'on peut aller au développement économique et social, que les militaires qui sont au front se battent tous les jours, ne sont pas inquiets. Comment à la fin du mois, ils vont avoir leur salaire dans les banques. Donc vous voyez autant de choses qui sont effectivement des perspectives que nous avons. On a aussi l'élaboration d'une politique nationale de dialogue social, une politique nationale de fonction publique, une politique nationale de rémunération des agents de l'État, et ainsi de suite. Donc, ce sont des actions du pacte qui vont continuer jusqu'en 2027. Et quel message lancez-vous ce soir, Monsieur le ministre, aux travailleurs maliens, aux partenaires sociaux? Le message que je lance, c'est un message d'apaisement. Lorsque nous sommes liés par un contrat social qui est le pacte, parce que notre Code des obligations le dit, qu'un contrat social, c'est la loi des partis, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qu'ils les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. Donc, j'invite chaque parti à faire en sorte que les engagements soient respectés, mais aussi à rassurer les travailleurs, que le ministère du Travail et de la fonction publique est ouverte au dialogue, à recevoir tous les travailleurs chaque fois que c'est nécessaire. Et nos portes sont grandement ouvertes et nous le faisons tous les jours. Voilà, on dit que de longues lianes ne suffisent pas pour construire une case, il en faut des courtes également pour parfaire les angles. Le Mali a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils pour relever les défis de l'heure. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci bien, Madame Koné. Et merci à vous, Mamoudou Bokoum, et merci à vous, chers téléspectateurs, et à très vite sur l'ERTM.